« Ça n'avait pas peur de marcher », dit le garçon des rues à la fille du millionnaire. Et ce qu'aucun médecin n'avait réussi à faire, le garçon l'a accompli. Dans un appartement vaste et silencieux surplombant les toits gris de Paris, Clara Moreau, âgée de 10 ans, vivait entourée de luxe, de silence et d'une étrange immobilité. Le parquet brillant n'avait pas vu ses pas depuis 6 ans. À 4 ans, après un matin d'hiver marqué par un drame, Clara avait cessé de marcher. Aucun médecin, aucun scanner, aucun traitement n'avait pu expliquer cette paralysie soudaine. Elle n'avait pas chuté, n'avait pas été frappée, ni blessée, et pourtant, depuis ce jour, ses jambes refusaient de la porter. L'hôpital Necker, les cliniques privées, les spécialistes de toute la France avaient été consultés. Tous arrivaient à la même conclusion. Son corps était intact. Le problème n'était pas physique, mais quelque part, profondément enfoui dans son esprit. Son père, François Moreau, n'était pas un homme que l'on voyait souvent troublé. À la tête d'un empire dans le secteur de la mode, propriétaire de plusieurs marques de luxe renommées à l'international, il gérait ses affaires avec fermeté et précision. Mais face à l'état de sa fille, il devenait impuissant. Veuf depuis 6 ans, il vivait seul avec Clara dans un appartement de 150 mètres carrés situé dans le 16e arrondissement. Il avait tout essayé. Les meilleurs thérapeutes, les instituts spécialisés, les voyages à Genève, à Londres, même à Boston. Rien n'avait débloqué ce verrou invisible qui empêchait Clara de se lever. La petite fille vivait désormais dans un monde feutré, fait de routines millimétrées. Chaque matin, une gouvernante ouvrait les rideaux à 8 heures. Clara, déjà éveillée, regardait le ciel parisien à travers les vitres immenses de sa chambre. Elle parlait peu, mangeait sans appétit et passait ses journées entre les séances de kinésithérapie, les cours à domicile et les lectures silencieuses. Elle n'était pas malheureuse, mais pas non plus joyeuse. Elle existait dans une sorte de pause prolongée, une suspension étrange entre l'enfance et le chagrin. François, bien qu'absorbé par son travail, ne manquait jamais une soirée auprès de sa fille. Il la regardait souvent, assise dans son fauteuil roulant, les cheveux châtains parfaitement brossés, les yeux grands mais vides, et se demandait ce qu'il n'avait pas compris, ce qu'il avait raté. Elle n'avait jamais voulu parler du jour de l'accident. Ce jour où sa mère, Camille, avait perdu la vie dans un banal carambolage sur le périphérique alors qu'elle conduisait Clara à une répétition de danse. Clara avait survécu, indemne, et à partir de là, son corps s'était figé. Dans la mémoire de François, ce matin-là restait flou. Il se rappelait l'appel des secours, la course à l'hôpital, la blouse blanche du médecin qui annonçait la mort de Camille, puis les mots qu'il n'avait jamais oubliés. « Votre fille n'a aucune blessure. Elle est simplement en état de choc. » Il avait cru à l'époque que tout allait s'arranger. Il ne pouvait imaginer que 6 années plus tard, Clara ne marcherait toujours pas. Au fil du temps, la culpabilité s'était installée doucement en lui, comme un poison discret. Il avait été absent. Trop de réunions, trop de déplacements, trop d'interviews. Et maintenant, il ne savait plus comment réparer. Clara, de son côté, avait appris à naviguer dans ce monde figé avec une forme de grâce distante. Elle ne demandait jamais rien. Elle acceptait ce qu'on lui proposait sans s'enthousiasmer ni refuser. Son fauteuil faisait partie d'elle, comme une extension naturelle de son corps. Les jouets restaient rangés dans les étagères, les livres empilés sur sa table de chevet. Elle regardait peu la télévision, préférait le silence et les bruits étouffés de la ville à travers les fenêtres. Ses yeux observaient tout avec une curiosité tranquille, mais ils ne brillaient jamais vraiment. Ceux qui la rencontraient pour la première fois étaient touchés par sa beauté fragile, mais repartaient souvent avec un nœud au ventre. Il y avait chez elle une absence inexplicable, comme si une partie d'elle était restée coincée dans un autre temps. Les thérapeutes qui la suivaient parlaient de blocage psychogène, de refus symbolique de se lever, des termes savants qui ne rassuraient personne. Une en particulier, la docteure Louise Fournier, avait tenté une approche différente, plus douce, plus narrative. Elle parlait avec Clara de souvenirs, de rêves, de sensations. Mais même là, la fillette restait fermée, polie, mais distante. « Il y a une porte fermée, disait Louise à François, et elle seule détient la clé. Ce que personne ne savait, c'est que Clara rêvait parfois qu'elle marchait. Dans ses rêves, elle courait dans un jardin, un endroit qu'elle ne reconnaissait pas mais qui lui semblait familier. Elle entendait une voix de femme, chaude et douce, qui riait, l'appelait, l'encourageait. Et quand elle se réveillait, elle gardait cette chaleur pendant quelques secondes
avant que le froid du réel ne la rattrape. Elle ne parlait de ses rêves à personne. C'était son secret, son seul espace de liberté. Un matin de printemps, alors que les feuilles renaissaient timidement dans les arbres de l'avenue Foch, Clara se leva plus tôt que d'habitude. Elle demanda à sa gouvernante si elle pouvait accompagner son père à un rendez-vous. François, surpris, accepta immédiatement. C'était si rare qu'elle manifeste un souhait. Ils montèrent dans la voiture blindée, silencieuse comme toujours. Clara s'installa près de la vitre, observant le monde défiler. Lorsque la voiture s'arrêta à un feu rouge près de la gare de Lyon, ses yeux s'accrochèrent à une silhouette inhabituelle sur le trottoir. Un garçon, pas plus âgé qu'elle, jouait du violon avec une intensité joyeuse. Il portait des vêtements usés, un bonnet déformé, et ses joues étaient rougies par le vent. Mais son sourire, ce sourire éclatant qu'il adressait aux passants indifférents, frappa Clara de plein fouet. Il ne regardait personne en particulier, mais il semblait habiter chaque note comme si elle comptait vraiment. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais elle ne pouvait détourner les yeux. Ce garçon, inconnu, pauvre, dehors par ce froid matinal, semblait pourtant posséder quelque chose que Clara n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une forme de liberté intérieure, un élan, une vie. Quelque chose remua dans sa poitrine. Elle ne dit rien, ne fit aucun geste. Mais dans son regard, pour la première fois depuis des années, quelque chose avait changé. La lumière passa au vert, la voiture redémarra. Le garçon disparut du champ de vision, mais pas de son esprit. Ce fut le début d'un chemin que personne n'aurait pu prédire. Le lendemain matin, une fine pluie tombait sur Paris, couvrant les trottoirs d'un voile brillant que les passants évitaient à grands pas pressés. Depuis sa chambre, Clara fixait les gouttes qui ruisselaient le long de la vitre, laissant des traînées fragiles sur le verre. Son esprit restait ailleurs, suspendu à une image fugace qu'elle ne parvenait pas à effacer, celle du garçon au violon, debout sur le trottoir, le sourire large malgré le vent glacial. Tout en lui était contradiction, la pauvreté de ses habits, la noblesse de sa posture, l'intensité presque joyeuse avec laquelle il affrontait l'indifférence du monde. Elle se demandait qui il était, d'où il venait, ce qu'il faisait là. Ce garçon n'avait rien dit et pourtant, en quelques secondes, il avait imprimé en elle une sensation nouvelle, quelque chose d'indéfinissable, comme un écho qui se prolonge bien après que la musique s'est tue. Clara, qui avait passé tant d'années dans une torpeur tranquille, sentit naître une curiosité fébrile, presque douce, qu'elle ne comprenait pas encore, mais qui la poussait à réfléchir différemment, à envisager, sans le dire, l'idée même d'un mouvement. Ce jour-là, elle demanda à sortir, ce qui provoqua une réaction immédiate de la gouvernante. On appela François, qui, bien que surpris, ordonna que la promenade ait lieu, avec la présence de 2 gardes discrets. Clara, enveloppée dans un manteau crème, les cheveux attachés soigneusement, se fit conduire dans le quartier de la gare de Lyon. Elle prétendit vouloir simplement voir du monde, mais en réalité, son regard scrutait chaque recoin à la recherche de la silhouette du garçon. Elle resta longtemps à la fenêtre, espérant l'apercevoir en vain. L'angle du trottoir était vide. Pas de violon, pas de bonnet rouge, pas de sourire. Les jours suivants furent semblables. Clara reprit ses habitudes, mais quelque chose en elle avait changé. Elle était plus attentive, plus silencieuse encore, comme si elle attendait quelque chose sans pouvoir l'exprimer. Une semaine plus tard, alors que François l'emmenait à une visite médicale dans un centre spécialisé, leur voiture ralentit à nouveau près de la même intersection. Et cette fois, il était là. Il jouait debout sur le même carré de trottoir, cette fois sous un parapluie tenu par une ficelle attachée à un lampadaire. Le violon grinçait parfois, mais la mélodie était vive, pleine d'un enthousiasme presque naïf. Clara posa la main contre la vitre. Le garçon leva les yeux. Leurs regards se croisèrent une seconde, brève mais marquante. Il ne sembla pas la reconnaître, mais il lui adressa le même sourire large, éclatant. Elle sentit une chaleur inattendue naître dans sa poitrine. Cette nuit-là, elle rêva de lui. Non pas d'un rêve comme ceux qu'elle faisait de sa mère, mais un rêve étrange, flou, dans lequel elle était debout, sans fauteuil, courant derrière la musique. Elle se réveilla avec un étrange mélange d'excitation et de nostalgie. Quelque chose en elle réclamait une suite. Le lendemain matin, Clara fit ce qu'elle n'avait jamais osé faire. Elle demanda à sa nourrice de faire une promenade à pied dans le quartier. Elle inventa une envie de croissant chaud, un besoin de voir les feuilles d'automne tomber. Elle insista avec un calme persuasif qui surprit la femme.
Elles montèrent dans la voiture avec un chauffeur, mais cette fois, Clara choisit l'itinéraire. Elle demanda à passer devant la gare de Lyon. Le hasard, pensait-elle, ferait le reste. Et le hasard lui répondit. Il était encore là, au même endroit. Elle demanda à descendre, prétendant vouloir simplement respirer un peu d'air frais. La nourrice hésita, mais finit par céder. Clara roula lentement vers le garçon. À quelques mètres de lui, elle s'arrêta. Il s'interrompit de jouer en la voyant approcher. Il la regarda sans méfiance, ses yeux noisettes pleins d'étonnement, mais aussi d'une douceur immédiate. Elle leva timidement les yeux vers lui. « Tu joues bien », dit-elle d'une voix presque inaudible. Il haussa les épaules, un peu surpris qu'on lui adresse enfin la parole. « Merci, c'est pas toujours juste, mais j'essaie. » Ils restèrent silencieux un moment, entourés du bruit des voitures, des passants, des annonces lointaines de la gare. Puis il s'assit à même le trottoir, posant son violon à côté de lui. « Moi, c'est Léo, » dit-il simplement. « Clara, » répondit-elle. Il regarda le fauteuil. « Tu peux pas marcher ?» Elle hocha la tête. Il ne posa pas de questions, ne parut pas gêné. Il sourit encore. « Peut-être que tu as juste oublié comment on fait. » Clara le fixa, déconcertée. Personne ne lui avait jamais dit cela. Elle avait entendu 1000 phrases. « Tu dois être patiente, on va trouver une solution. C'est dans ta tête. » Mais jamais quelque chose d'aussi simple, d'aussi direct. « Tu veux entendre une chanson gaie ou triste ?» demanda-t-il soudain, reprenant son violon. « Gaie » dit-elle après un instant. Il joua alors une mélodie vive, presque dansante, qui contrastait avec la grisaille ambiante. Quelques passants ralentirent, sourirent. Clara, elle, ne détacha pas les yeux de lui. Quand la chanson se termina, elle se surprit à applaudir. Ce fut un petit geste, modeste, mais spontané. Et cela fit sourire Léo encore plus grand. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-elle. « Presque tous les jours. Les policiers me chassent parfois, mais je reviens. J'aime bien ici. On voit plein de gens. Tu es seule ?» Il baissa les yeux, puis acquiesça sans s'attarder. Clara sentit quelque chose se nouer en elle. Elle voulait rester encore. Parler, l'écouter, le regarder. Mais la nourrice l'appela, rappelant qu'il était temps de rentrer. Elle promit de revenir, sans vraiment savoir si elle pourrait tenir cette promesse. Sur le chemin du retour, elle resta silencieuse, mais son esprit bouillonnait. Léo n'était qu'un garçon inconnu, pauvre, qui jouait du violon dans la rue. Et pourtant, il lui avait dit une phrase qui avait retourné quelque chose en elle. « Peut-être que tu as juste oublié comment on fait. » Cette idée, simple mais puissante, s'incrusta en elle comme une graine prête à germer. Dans les jours qui suivirent, Clara se mit à attendre les moments où elle pourrait repasser par là, espérant un hasard, un croisement de regards, un sourire. Elle ne le disait pas, ne l'avouait à personne, mais elle pensait à lui le soir, quand elle fermait les yeux. Elle entendait encore son violon, et sans le savoir, un mouvement intérieur avait commencé. Les jours passèrent avec une lenteur étrange. Clara, d'ordinaire si passive face au temps, se mit à le compter. Chaque matin avait désormais un but caché, une attente nouvelle qu'elle n'osait nommer. Elle se levait un peu plus tôt, choisissait elle-même ses vêtements, observait la rue avec une attention différente. La routine, autrefois supportable, commençait à l'étouffer. Il y avait en elle une tension discrète, mais constante, comme un fil invisible qui la tirait vers l'extérieur. Chaque sortie devenait une opportunité. Elle demandait à sa nourrice de passer par la gare de Lyon, parfois en prétendant vouloir acheter une pâtisserie, parfois en parlant vaguement d'un désir de promenade. Son comportement éveilla peu de soupçons au départ. Après tout, elle n'avait jamais demandé grand-chose. Mais Clara n'était plus la même. Depuis sa rencontre avec Léo, une idée nouvelle avait germé dans son esprit. Elle voulait le revoir, lui parler, entendre son violon, rester assise à côté de lui, même sans rien dire. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais ce garçon avait provoqué quelque chose en elle que personne, pas même les médecins, n'avait réussi à éveiller. Il ne l'avait ni interrogée, ni plainte. Il l'avait regardée comme une personne entière, et cela suffisait à tout bouleverser. Un mercredi après-midi, alors que la pluie avait laissé place à un ciel d'un gris uniforme, Clara fit semblant d'avoir mal à la tête pour éviter sa séance de kinésithérapie. Elle demanda à sortir un peu, accompagnée de sa nourrice. Mais cette fois, une idée plus audacieuse l'habitait. Elle avait remarqué que, chaque fois qu'elle s'approchait de la gare, sa nourrice restait dans la voiture pour l'attendre, la laissant quelques instants seule pour aller acheter des magazines ou prendre un café. C'était une faille,
une brèche dans le contrôle constant qui l'enveloppait. Elle attendit donc ce moment. Dès que la porte se referma derrière la nourrice, Clara prit une grande inspiration. Elle fit rouler son fauteuil plus vite que d'habitude, traversant prudemment la petite ruelle vers le trottoir où elle avait vu Léo la première fois. Il était là, assis, son violon à la main, grattant doucement les cordes sans jouer vraiment. Quand il la vit arriver seule, ses yeux s'écarquillèrent. « Tu es revenu ?» dit-il, sincèrement surpris. Clara hocha la tête, un léger sourire sur les lèvres. « Tu m'attendais ? Peut-être, répondit-elle, ne voulant pas mentir. Léo se leva aussitôt, essuya ses mains sur son pantalon sale et déplia un vieux carton qu'il plaça au sol à côté de son violon. « Assieds-toi là si tu veux, c'est pas très propre, mais c'est mon coin préféré. »« Je suis déjà assise, » répondit Clara avec un petit rire. Léo rit aussi, et l'instant devint plus léger, plus simple. Ils restèrent là un moment, à se parler par bribes, sans effort. Clara apprit que Léo avait 11 ans, qu'il vivait dans la rue depuis près de 2 ans après avoir fugué d'un foyer où les surveillants étaient violents. Il ne parlait pas de ses parents, et Clara ne posa pas de questions. Lui, en revanche, semblait fasciné par sa manière de parler, par la douceur de sa voix, par le fait qu'elle ne le regarde pas comme une anomalie. « Tu sais, » dit-il en regardant le ciel, « j'ai connu une fille dans un foyer qui disait qu'on avait tous un pouvoir. Moi, je crois que le tien, c'est de faire croire aux gens qu'ils peuvent être meilleurs. » Clara ne sut quoi répondre. Elle n'avait jamais entendu pareille chose. Léo parlait avec une sagesse étrange, presque brute, forgée par la rue. Il ne cherchait pas à l'impressionner. Il disait simplement ce qu'il pensait. Elle finit par lui dire, à voix basse, qu'elle ne marchait plus depuis 6 ans. Léo la regarda longuement, sans tristesse, sans étonnement. Puis, calmement, il posa sa main sur la sienne et dit « Alors ça veut dire que tu peux encore te souvenir comment on fait. » Ces mots résonnèrent en elle avec une force inattendue. Il n'avait rien de médical, rien de théorique. C'était une vérité nue, offerte sans filtre, sans attente. Une proposition, presque une promesse. Ce jour-là, elle rentra différente. Elle ne parla pas du tout dans la voiture. La nourrice, qui n'avait rien remarqué, mit son silence sur le compte de la fatigue. Mais dans le regard de Clara brillait une lueur nouvelle. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait choisi de faire quelque chose pour elle-même, sans autorisation, sans pression. Et cela suffisait à lui redonner un semblant de contrôle sur sa vie. Les jours suivants furent marqués par une impatience croissante. Elle voulait revoir Léo, mais savait que cela devait rester un secret. Elle commença à inventer des prétextes plus élaborés, parfois risquant même une colère paternelle. Elle se savait surveillée, mais chaque rencontre avec Léo la renforçait. Il lui parlait de ses journées, de ses rêves, de ses peurs sans honte. Il lui montra même où il dormait parfois, derrière une bouche de métro où il avait installé un abri de fortune avec des cartons et une vieille couverture. Il n'en était pas gêné. « C'est pas un château, mais j'ai vu pire », disait-il avec un clin d'œil. Clara, elle, ne le jugeait pas. Elle l'écoutait, fascinée par sa manière de rendre chaque instant vivant, chaque obstacle surmontable. Un jour, il lui raconta comment il avait appris à jouer du violon en observant un vieil homme dans le métro. « J'écoutais tous les jours, et puis un jour, il m'a donné son archet en disant « À toi maintenant ». Je crois qu'il en avait marre de me voir. Il rit de bon cœur, et Clara aussi. Ces moments, volés au regard des adultes, devinrent pour elle des bulles d'oxygène. Elle ne cherchait pas à marcher, pas encore, mais elle recommençait à sentir ses jambes, à les bouger doucement dans son fauteuil quand elle écoutait Léo jouer. Ce n'était pas une guérison, mais une reconnexion, lente, discrète, presque imperceptible. Léo ne posait jamais de questions sur son père, ni sur la richesse visible dans ses vêtements, son fauteuil moderne ou ses chaussures toujours impeccables. Il la prenait comme elle était, avec ses silences et ses hésitations. Et cela suffisait. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis ensemble sur un banc public, à quelques rues de la gare, Léo dit simplement « Tu sais, t'es pas obligé de rester assise toute ta vie. Parfois, faut juste se lever dans sa tête avant de le faire pour de vrai. » Clara ne répondit pas tout de suite. Elle regarda ses mains posées sur ses genoux, puis leva les yeux vers lui. « Et si j'échoue ?» demanda-t-elle enfin. « Tu tomberas. Mais tomber, c'est pas grave. Rester à terre, c'est ça le vrai danger. » Cette phrase resta en elle comme une certitude naissante. Elle savait que le chemin serait long, qu'elle n'était pas prête. Mais pour la première fois depuis des années,
L'idée même de marcher ne lui semblait plus absurde. Grâce à Léo, elle se sentait de nouveau vivante. La lumière du soir descendait lentement sur Paris, étendant des ombres longues sur les façades haussmanniennes. Les rideaux épais de l'appartement des Moreau étaient tirés, mais François savait que quelque chose clochait. Depuis plusieurs jours, il avait noté un changement subtil mais indiscutable chez sa fille. Clara, d'ordinaire effacée, se montrait plus volontaire. Elle proposait des sorties, posait des questions, semblait animée par un feu nouveau. Ce qui aurait pu être un motif de joie pour un père devint, pour lui, une source d'inquiétude. Car François Moreau, bien qu'affectueux, était un homme pétri de contrôle, de règles et de méfiance envers l'imprévu. Ce fut un détail qui déclencha tout. Une tache de boue sur la roue du fauteuil, un bout de papier froissé trouvé dans la poche du manteau de Clara, où une main enfantine avait dessiné un violon maladroitement. Il ne fallut pas longtemps à François pour comprendre que sa fille lui cachait quelque chose. Il interrogea la nourrice avec fermeté. D'abord hésitante, elle finit par avouer que Clara l'avait suppliée à plusieurs reprises de la laisser quelques instants seule près de la gare de Lyon. Le sang de François ne fit qu'un tour. Il appela immédiatement son chauffeur, vérifia les itinéraires, consulta les images de la caméra de sécurité à bord de la voiture, et là, il vit sa fille, seule sur un trottoir, discutant avec un garçon en haillons, tenant un violon. Léo, un inconnu, un enfant des rues. François ne voyait ni la poésie ni la douceur dans cette image, seulement le danger, le chaos potentiel, l'infiltration du désordre dans son monde soigneusement construit. Il ne voulait pas comprendre, il voulait agir. Dès le lendemain, il prit des mesures strictes. Il ordonna que Clara ne soit plus jamais laissée seule à l'extérieur. Il engagea 2 nouveaux agents de sécurité, imposa des trajets surveillés, limita ses sorties à des lieux privés. Clara, lorsqu'elle réalisa ce changement brutal, comprit vite qu'on lui fermait une porte qu'elle venait à peine d'oser entr'ouvrir. Elle n'eut pas besoin de demander pourquoi. Elle vit l'expression de son père, froide et déterminée, et comprit que son secret avait été découvert. « Tu ne retourneras pas là-bas », déclara François sans hausser le ton, mais avec une fermeté sans appel. « Ce garçon n'est pas de ton monde. Ce n'est pas un jeu, Clara. Tu pourrais te faire du mal ou pire. Tu ne comprends pas encore ce que c'est que la rue, mais moi, je le sais. » Clara ne répondit pas. Elle se contenta de le fixer, les lèvres serrées, les mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil. Elle voulait crier, argumenter, hurler qu'il ne comprenait rien. Mais elle savait que cela ne servirait à rien. Il ne l'écouterait pas. Il la voyait encore comme une enfant brisée, incapable de choisir, incapable de juger ce qui est bon ou non. Ce soir-là, elle s'enferma dans sa chambre et ne sortit que le lendemain matin, le visage fermé, l'attitude docile, mais le cœur en ébullition. Léo, de son côté, attendit longtemps. Il revint plusieurs jours de suite au même endroit, guettant les voitures noires, espérant apercevoir Clara, son visage calme, sa voix douce. Mais elle ne vint pas. Il ne comprenait pas pourquoi. Il n'avait aucune information, aucun moyen de la joindre. Le silence, soudain et total, lui laissa un goût d'abandon qu'il connaissait bien. Il avait appris dans la rue à ne pas s'attacher. Mais Clara n'était pas comme les autres. Elle avait écouté, elle avait ri. Il y avait eu quelque chose de vrai, il en était sûr. Et maintenant, tout avait disparu. Un matin, il ne vint pas jouer. Le trottoir sembla plus vide encore que d'habitude. Clara, dans sa chambre, le sentit. Elle savait qu'elle avait été injuste de disparaître sans prévenir. Mais comment expliquer à un garçon libre qu'elle vivait dans une prison dorée? Elle tenta d'écrire une lettre, plusieurs fois. Elle laissa tomber. Elle n'avait pas de mots assez simples, assez clairs. Et surtout, elle n'avait pas le moyen de la lui remettre. Les jours suivants furent pesants. Clara recommença à s'enfermer dans le silence. La musique de Léo lui manquait, ses phrases directes, sa manière de rire sans honte, de parler sans détour. Elle avait goûté à une forme de liberté, et on la lui avait arrachée. Elle se sentit trahie, mais pas seulement par son père. Elle se sentit coupable aussi. D'avoir cru un instant qu'elle pouvait défier les règles, d'avoir espéré. François, pour sa part, se persuada qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il consultait des experts, organisait de nouvelles thérapies, croyait pouvoir ramener sa fille à une normalité construite sur des protocoles, des protections. Il ne voyait pas que dans son zèle, il étouffait le seul souffle de vie véritable qui avait surgi en elle depuis des années. Mais Clara n'était plus tout à fait la même. Même enfermée, elle pensait à Léo,
Elle repassait chaque mot, chaque rire, chaque regard. Il ne lui avait jamais rien demandé, pas même de marcher. Il lui avait simplement dit qu'elle pouvait, et cela suffisait à tout remettre en question. Une nuit, alors que la ville dormait, Clara ouvrit sa fenêtre. Elle sentit l'air frais sur son visage. Elle ferma les yeux. Dans sa tête, elle entendit encore la voix de Léo. « Tomber, c'est pas grave. Rester à terre, c'est ça le vrai danger. » Elle comprit que le combat ne se ferait pas en un jour ni sans peur. Mais elle savait aussi que quelque chose en elle avait commencé à se réveiller et qu'aucune interdiction ne pourrait éteindre ce feu nouveau. La lumière douce de la fin de l'hiver filtrait à travers les rideaux crème du cabinet de la docteure Louise Fournier, éclairant la pièce d'une clarté apaisante. François Moreau, assis dans un fauteuil moderne au cuir anthracite, semblait hors de son élément. Habitué aux décisions tranchées, au bilan financier et aux contrats à plusieurs millions d'euros, il se retrouvait là, impuissant, écoutant une femme au ton calme tenter de lui expliquer quelque chose qu'il refusait depuis trop longtemps de comprendre. Clara était en bas dans la voiture, accompagnée de sa nourrice, attendant la fin de ce rendez-vous que son père lui avait présenté comme une simple rencontre administrative. En réalité, cela faisait des semaines que la psychologue suivait les progrès de Clara à distance, à travers des bilans, des enregistrements d'observation et les témoignages de la nourrice. Aujourd'hui, elle avait demandé un entretien seul à seul avec François. « Ce n'est pas une consultation médicale, monsieur Moreau », commença-t-elle d'une voix posée. « C'est une tentative de compréhension. Je sais que vous avez mobilisé les meilleurs spécialistes, que vous avez épuisé les diagnostics neurologiques, orthopédiques, psychiatriques même. Mais permettez-moi de vous dire ceci. Parfois, ce qui paralyse n'est pas dans le corps, ni même dans les mots. C'est dans l'absence de mots, dans le silence laissé par un traumatisme. » François serra la mâchoire. Il avait entendu 1000 versions, 1000 théories. Il ne voulait pas d'un discours vague, il voulait des résultats. Mais quelque chose dans la voix de Louise le retenait de répondre avec sa froideur habituelle. « Votre fille a cessé de marcher juste après l'accident qui a coûté la vie à sa mère. Elle était présente à l'arrière de la voiture. Elle n'a eu aucune blessure, je le sais. Mais vous n'avez jamais parlé avec elle de ce qui s'est passé. Vous avez laissé les médecins s'en charger. Vous étiez effondré, et c'est normal. Mais le silence est devenu une barrière. Clara n'a pas exprimé ce qu'elle ressentait. Elle n'a pas pleuré en public. Elle n'a pas posé de questions. Et son corps a fini par faire ce que les mots n'ont pas su faire. Il a dit non. Non au mouvement. Non à l'avance. Non à la vie, comme avant. François détourna les yeux. Il n'était pas homme à se laisser toucher par les mots. Pourtant, cette explication simple mais implacable trouva un écho en lui. Il se souvint du visage de Clara, si calme dans son lit d'hôpital, si silencieuse. Il s'était accroché à ce silence comme à un signe de force. Il n'avait pas compris que c'était un cri étouffé. Elle ne se punit pas de vivre, monsieur Moreau. Elle se protège de revivre. La phrase le frappa comme une gifle. Il pensa à toutes ces années passées à vouloir réparer Clara, à lui acheter des fauteuils dernier cri, à lui offrir les meilleurs soins, à lui construire un cocon d'excellence et de protection. Il avait tout fait, sauf la regarder vraiment. Sauf lui dire qu'il souffrait aussi, qu'il n'avait jamais cessé d'aimer Camille, qu'il ne savait pas comment vivre sans elle. Il avait voulu être fort, mais cette force avait isolé sa fille dans un monde trop parfait pour guérir. Louise poursuivit avec la même douceur tranchante. « Je crois que Clara a commencé à changer récemment. Elle ne l'exprime pas directement, mais il y a des signes. Elle observe, elle s'ouvre. Elle semble chercher quelque chose ou quelqu'un qui la connecte à autre chose que cette attente figée dans laquelle elle a vécu jusqu'à présent. Si j'ose me permettre, il me semble qu'un événement extérieur ou une personne a récemment bouleversé son équilibre, et c'est une bonne chose. » François fronça les sourcils. Il pensa immédiatement à ce garçon de la gare, celui qu'il avait fait interdire, qu'il avait considéré comme un danger. L'idée que cet enfant inconnu ait pu faire plus pour Clara que tous les spécialistes réunis le dérangeait profondément. Et pourtant, un doute naissait en lui. Et si, justement, c'était cela qu'elle avait cherché? Quelqu'un d'inattendu, de vrai, de différent. Quelqu'un qui ne la voit pas comme une patiente, mais comme une enfant vivante. « Je vous invite à parler à votre fille », conclut Louise, « mais pas comme à une malade. Parlez-lui comme à une personne. Dites-lui ce que vous ressentez. Ouvrez une brèche. Elle saura quoi faire avec. » François hocha la tête sans répondre.
Il se leva, salua, puis quitta le cabinet dans un silence pesant. Dans la voiture, Clara ne posa aucune question. Elle le regarda brièvement, cherchant peut-être un signe, un mot, une expression inhabituelle. Il resta silencieux, les yeux perdus dans le flot des voitures. De retour à l'appartement, il monta dans son bureau. Il ouvrit un tiroir fermé depuis des années. À l'intérieur, une boîte en bois. Il l'ouvrit. Il y avait là des photos de Camille, des lettres, des souvenirs d'une époque révolue. Il en sortit une photo particulière. Camille, tenant Clara dans ses bras, toutes deux riant dans un parc. Il resta longtemps à fixer cette image. Ce soir-là, il ne descendit pas dîner. Il resta enfermé à revoir ces instants qu'il avait trop longtemps refoulés. Clara, de son côté, sentit que quelque chose avait bougé. Elle ne savait pas encore quoi, ni dans quelle direction, mais elle comprenait que le monde autour d'elle commençait enfin à se fissurer. Peut-être qu'en dessous, il y avait encore de la lumière. Paris avançait dans l'année et les premières promesses du printemps commençaient à apparaître sur les balcons et les arbres de l'avenue Kléber. Le ciel, plus clair, semblait annoncer quelque chose de nouveau, mais chez François Moreau, le changement s'accompagnait d'une méfiance grandissante. Depuis sa rencontre avec la docteure Fournier, il n'était plus tout à fait le même homme. Il avait ouvert des tiroirs qu'il avait longtemps laissés fermés. Il avait relu des souvenirs, accepté des douleurs. Mais en lui persistait un besoin viscéral de contrôler ce qui pouvait encore l'être. Et ce qu'il ne contrôlait pas, il le craignait. Ce qu'il ne connaissait pas, il le surveillait. Et c'est dans cette logique qu'il décida de découvrir qui était vraiment ce garçon que sa fille l'avait cherché à retrouver en cachette, ce Léo, cet enfant des rues qui avait, en quelques semaines, provoqué une fissure dans le mur de silence qu'il avait construit autour de Clara. Il engagea un détective privé, un homme discret, méthodique, habitué à fouiller les zones d'ombre de la ville. Il lui remit une photo du garçon extraite d'une capture vidéo enregistrée depuis la caméra du véhicule de sécurité, floue mais suffisante. Le détective partit sans poser de questions superflues. François, quant à lui, se concentra sur ses affaires comme pour ne pas penser à ce qu'il venait d'entreprendre. Il savait que Clara ne lui pardonnerait pas s'il l'apprenait. Mais il estimait qu'il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas risquer que sa fille, déjà si fragile, s'attache à quelqu'un dont il ignorait tout, surtout si ce quelqu'un portait un passé instable. Le rapport arriva 4 jours plus tard. Le dossier était mince, mais révélateur. Léo était né à Marseille. Sa mère, toxicomane, l'avait abandonné à l'âge de 3 ans. Il avait été placé dans plusieurs foyers de l'aide sociale à l'enfance. Les notes des éducateurs variaient. Enfant intelligent mais instable, souriant mais réservé, fugueur mais non violent. À 8 ans, il avait été placé dans une structure de la banlieue parisienne. À 10 ans, il s'était enfui. Depuis, il vivait dans la rue, se déplaçant entre les gares, les quartiers populaires, survivant grâce à la musique et à quelques dons de passants. Il n'avait aucun casier judiciaire, aucun acte de délinquance. Seulement un historique de fuite, de refus d'autorité, de résistance aux règles imposées par les adultes. François lut tout cela d'un trait, assis à son bureau, les mains serrées autour du dossier. Il n'y avait rien de criminel dans ce passé, mais tout en lui éveillait ses alarmes. Un enfant livré à lui-même, sans structure, sans surveillance, sans responsabilité. Il ne voyait pas la résilience, il voyait la menace. Il ne voyait pas le courage, mais l'imprévisibilité. Pour lui, c'était un risque, un désordre potentiel dans l'équilibre déjà fragile de Clara. Ce soir-là, il convoqua la sécurité et leur donna des ordres clairs. Renforcer la surveillance autour de sa fille, éviter tout contact avec le garçon en question, empêcher toute tentative de sortie non validée. Il ne souhaitait pas que Clara sache qu'il avait enquêté. Il voulait simplement l'éloigner de ce qu'il considérait désormais comme une influence dangereuse. Une menace douce, certes, mais une menace tout de même. Clara rapidement perçut le changement. Elle n'était plus jamais laissée seule. Même ses promenades habituelles étaient écourtées, surveillées de près. Chaque conversation avec la nourrice semblait épiée. Et plus les jours passaient, plus elle comprenait que cette nouvelle prison plus discrète était aussi plus étouffante. Elle demanda à plusieurs reprises à repasser près de la gare, prétextant des envies de sortie, des besoins d'air. Les refus devinrent systématiques, polis mais fermes. Elle comprit alors que son père avait refermé la porte, encore une fois, et cette fois plus brutalement qu'avant. Léo, quant à lui, attendit plusieurs jours. Il jouait toujours au même endroit,
aux mêmes heures. Mais Clara ne venait plus. Il commença à comprendre. Ce n'était pas un oubli ni un accident. C'était une coupure. Il ne connaissait pas François Moreau, mais il savait reconnaître une frontière invisible. Et il sentit qu'il en avait franchi une sans s'en rendre compte. Il ne tenta pas de se rapprocher. Il ne savait pas comment, mais il continua à jouer, chaque jour, comme un signal muet. Une manière de dire « Je suis encore là si tu veux ». Le vide que laissait Clara se fit lentement plus pesant. Il avait appris à vivre sans attache, sans promesse, mais cette absence lui rappelait une autre, plus ancienne, plus cruelle, celle d'une mère qui n'était jamais revenue. Il détestait l'idée d'être de nouveau le garçon qu'on oublie. Il se jura de ne plus attendre, mais chaque jour, il regardait vers la rue, espérant un fauteuil roulant, un regard discret derrière une vitre teintée. Dans sa chambre, Clara regardait le plafond. Elle essayait de se souvenir de son rire, de la façon dont Léo lui avait parlé sans pitié, mais aussi sans fausse compassion. Elle se souvenait de la manière dont il avait pris sa main, du poids léger de sa présence à côté d'elle. Elle le sentait encore là, dans ses gestes, dans ses pensées. Elle ne comprenait pas pourquoi elle se sentait plus seule maintenant qu'avant de le connaître. Avant, elle ignorait qu'elle pouvait se sentir vivante. Maintenant, elle savait. Et c'était pire. François croyait avoir protégé sa fille. Il avait, sans le savoir, érigé un mur plus épais entre elle et le seul lien authentique qu'elle avait tissé depuis des années. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que Clara n'avait pas besoin d'un monde parfait, mais d'un monde vrai. Et Léo, avec ses habits usés, son violon désaccordé et son rire sincère, représentait ce monde-là. Un monde qu'il ne pouvait ni acheter ni contrôler. Ce que François n'avait pas anticipé, c'était que sa fille, désormais, ne se contenterait plus de subir. La graine que Léo avait plantée en elle continuait de pousser, même dans l'ombre. Et le besoin de le retrouver, de marcher peut-être un jour vers lui, devenait chaque jour plus fort que la peur. Le ciel de Paris, chargé de nuages bas et lourds, semblait refléter l'état intérieur de Clara Moreau. Depuis plusieurs semaines, elle vivait dans un mutisme contrôlé, une fausse docilité soigneusement orchestrée pour ne pas éveiller les soupçons. À l'extérieur, elle continuait à suivre les routines imposées. Les repas pris à heure fixe, les leçons privées, les visites médicales régulières. Mais en elle, quelque chose bouillonnait. Un feu nouveau, silencieux mais persistant, alimenté par l'absence de Léo, par le manque que son éloignement avait creusé. Elle ne savait pas encore comment, ni quand, mais elle savait une chose, elle allait le revoir. L'interdiction imposée par son père avait été comme un coup de poing invisible. François, sans le dire, avait resserré les mailles de la cage dorée qu'il avait construite autour d'elle. 2 nouveaux agents de sécurité accompagnaient désormais chacune de ses sorties. Même la nourrice, d'ordinaire plus souple, se montrait rigide, sans doute par peur de perdre sa place. Chaque tentative d'approche vers la gare de Lyon était bloquée, parfois avec douceur, parfois avec fermeté. Clara ne protestait pas. Elle notait, observait, apprenait les horaires, repérait les points faibles du dispositif, car désormais, elle préparait quelque chose. C'est un matin de mercredi qu'elle prit sa décision. La veille, elle avait observé que l'un des gardes faisait toujours une pause de 10 minutes vers 11 heures, laissant le second seul, souvent occupé à téléphoner, depuis le hall d'entrée. Ce détail lui ouvrit une brèche. Elle attendit donc que ce même scénario se reproduise. Quand elle vit le garde sortir sur le trottoir et l'autre lui tourner le dos, elle roula doucement vers l'ascenseur, qu'elle avait appris à manipuler seule. Elle descendit sans bruit, croisa une femme de ménage à qui elle adressa un sourire poli mais silencieux. Elle atteignit le rez-de-chaussée, puis se glissa par la porte latérale du bâtiment, celle utilisée pour les livraisons. La clé magnétique de la nourrice, volée discrètement 2 jours plus tôt, lui permit de désactiver le verrou de sécurité. Le trottoir semblait plus vaste que jamais. Elle roula rapidement, profitant du peu d'activité dans la rue. Elle avait pris soin de porter un manteau simple, une écharpe couvrant partiellement son visage. Elle savait que le temps jouait contre elle. Elle tourna à l'angle de la rue, évita les avenues principales, longea les murs, guidée par une mémoire précise du chemin qu'elle avait parcouru des mois plus tôt. Elle mit plus de 30 minutes à rejoindre les abords de la gare, ses bras fatigués par l'effort. Mais elle tenait bon. L'espoir, la peur, l'excitation se mêlaient en elle comme un courant électrique. Léo n'était pas là, du moins pas à l'endroit habituel. Clara sentit son cœur se serrer, un frisson parcourir son dos.
Et si elle avait attendu trop longtemps? Et s'il ne venait plus ici? Elle resta là, immobile, à scruter chaque silhouette, chaque bruit de violon. Rien. Puis elle se souvint. Il lui avait parlé un jour d'un petit jardin non loin où il aimait se reposer les jours de fatigue ou de pluie. Elle rassembla ses forces et reprit sa route. Le jardin n'était pas grand, encadré par des immeubles de pierre et des bancs de bois humides. Au loin, près d'un arbre, elle vit une silhouette familière, assise en tailleur, violon posé sur les genoux, regard perdu dans le vide. C'était lui. Elle n'eut pas besoin d'appeler. Léo leva les yeux, comme si un instinct l'avait alerté. Lorsqu'il la vit, il se leva d'un bond, la surprise peinte sur le visage. « Clara !» souffla-t-il, la voix pleine d'incrédulité. Elle acquiesça, émue jusqu'aux larmes. Il s'approcha, sans oser la toucher, comme s'il craignait que ce moment ne soit qu'un rêve. Lorsqu'il vit les marques de fatigue sur son visage, la respiration haletante, il comprit l'effort qu'elle avait dû fournir. « Pourquoi t'as fait ça ?» demanda-t-il à mi-voix. « Parce que je ne voulais plus attendre, » répondit-elle. « Parce que je veux être là avec toi, même si c'est interdit. » Léo s'assit à côté d'elle en silence. Le jardin était presque vide. Quelques enfants jouaient au loin, leurs cris légers dans l'air. Il lui tendit une barre de céréales sortie d'un vieux sac. Elle refusa poliment. Il insista. « Tu as fait tout ce chemin, tu dois reprendre des forces. » Clara prit la barre et mordit dedans, plus pour lui faire plaisir que par faim. Puis, elle se tourna vers lui. « Tu sais, depuis qu'on m'a empêché de venir, je pense à ce que tu m'as dit, que je ne suis pas obligée de rester assise toute ma vie. » Léo ne dit rien, mais ses yeux brillaient. « Tu crois vraiment que je peux marcher à nouveau ?» demanda-t-elle, presque dans un souffle. « Je crois surtout que tu en as envie. Et c'est le début de tout. » Elle baissa les yeux, émue. « Tu veux essayer ?» Clara hésita. Ses jambes, engourdies depuis des années, semblaient étrangères à son propre corps. Mais elle hocha la tête. Léo se leva doucement, se plaça devant elle et tendit les mains. Elle les saisit. Il exerça une pression légère, suffisante pour qu'elle sente son poids transféré vers lui. Elle glissa lentement vers l'avant de son fauteuil, planta ses pieds au sol. Léo resta immobile, patient. Elle contracta les cuisses, les mollets. Rien ne se produisit. Puis, avec un effort immense, elle sentit ses genoux trembler. Son corps vacilla. Elle s'agrippa à ses mains et, dans un geste hésitant mais déterminé, elle se redressa à moitié. Le temps sembla suspendu. Elle ne se leva pas complètement, mais elle s'était soulevée, seule, par choix. Elle retomba dans le fauteuil, essoufflée, le cœur battant à tout rompre. Léo s'accroupit à côté d'elle. « Tu l'as fait !» dit-il avec un sourire tendre. « Même un peu. Tu l'as fait. » Clara éclata en sanglots. Pas de douleur, pas de peur, mais une émotion brute, libérée, que rien ne pouvait contenir. Léo passa un bras autour de ses épaules, silencieux. Il ne dit pas qu'elle marcherait demain. Il ne fit aucune promesse. Il resta là, simplement, à partager ce moment qui n'appartenait qu'à eux. Elle savait que les conséquences seraient lourdes, que son père serait furieux, que les barreaux de sa prison risquaient de se refermer plus durement. Mais elle s'en moquait, parce qu'à cet instant précis, elle n'était plus une fille qui subissait sa vie. Elle était une enfant qui faisait un choix. Et ce choix portait un nom, Léo. Les nuages s'étaient épaissis au-dessus du jardin public, voilant la lumière de l'après-midi d'une ombre grise et froide. Pourtant, pour Clara, le monde semblait s'être éclairé. Depuis qu'elle s'était redressée, ne serait-ce que quelques secondes, quelque chose avait basculé dans son corps et dans son esprit. La peur n'avait pas disparu, mais elle était différente, moins paralysante. Elle ne venait plus de l'intérieur, mais de ce qui l'entourait. Et pour la première fois depuis 6 ans, Clara avait ressenti non pas une victoire, mais une volonté authentique, autonome, de recommencer. Non pour plaire à son père, ni pour obéir à un médecin, pour elle. Et pour cette main d'enfant qu'il avait tenue avec patience et sans attente, comme si elle n'était pas fragile, mais juste hésitante. Léo l'avait raccompagnée doucement jusqu'à une allée plus large, bordée de bancs et d'arbres maigres. Il avait posé son violon à l'abri d'un tronc, tendu les bras à nouveau. « Tu veux essayer encore ?» demanda-t-il. Clara hocha la tête, le souffle court, mais la détermination dans les yeux. Léo l'aida à se positionner. Ses jambes, raides, se posèrent maladroitement au sol. Elle tenta de se redresser à nouveau. Un tremblement secoua ses genoux, puis un autre. Elle sentit ses muscles protester,
sa colonne forcée, et dans un mouvement incertain, elle parvint à se lever, plus droite que tout à l'heure. Elle était debout. « Un pas », murmura Léo. « Juste un ». Elle serra les dents, sa main dans la sienne, elle déplaça lentement son pied droit, puis tenta de faire suivre le gauche. L'équilibre était instable, comme si le sol se dérobait sous elle. Et soudain, sans prévenir, son pied heurta une irrégularité du sol et son corps bascula en avant. Le choc fut brutal. Elle s'effondra sur le gravier humide, les bras tendus, n'ayant pas suffi à amortir complètement la chute. Un cri étouffé s'échappa de ses lèvres. Léo s'agenouilla immédiatement à côté d'elle, les yeux paniqués. « Clara, tu t'es fait mal !» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle tenait son genou, d'où un filet de sang s'écoulait. La peau s'était ouverte sur une pierre tranchante. Mais ce n'était pas la blessure qui l'avait brisée. C'était la peur soudaine d'avoir tout gâché, d'avoir essayé pour rien, d'avoir cru, un instant, qu'elle en était capable. « Je n'y arriverai jamais », murmura-t-elle, le visage enfoui dans ses bras. C'était idiot. « Non », dit Léo, fermement, mais sans dureté. C'était courageux. Je suis tombé, et alors, tout le monde tombe. Moi, je tombe tous les jours. L'important, c'est ce que tu fais après être tombé. Il sortit un mouchoir chiffonné de sa poche et commença à tamponner doucement la plaie. Il faisait attention, mais ne tremblait pas. Il avait l'habitude des petits accidents. Clara, les yeux embués, le laissait faire sans protester. Une larme solitaire roula sur sa joue, puis une autre. Elle ne sanglotait pas. Elle pleurait en silence, comme un trop-plein longtemps contenu. Et dans ce silence, il n'y avait ni plainte ni colère. Juste une fatigue immense, celle de lutter, de contenir, de survivre dans un monde trop grand pour elle. Léo resta à genoux, puis s'assit à côté d'elle. Il ne parlait plus. Il savait que parfois, il valait mieux juste être là. Il ramassa le violon et se mit à jouer doucement. Une mélodie lente, presque triste, mais belle. Une musique sans mots, sans explication, qui disait ce que les voix ne savent pas dire. Clara, toujours assise au sol, ferma les yeux et écouta. Et dans cette musique, elle entendit quelque chose de nouveau. Une promesse muette. « Tu n'es pas seule ». Après quelques minutes, elle ouvrit les yeux et murmura « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu restes avec moi ?» Léo haussa les épaules. « Parce que t'es la seule à m'avoir regardé sans peur, sans dégoût. Parce que quand je suis avec toi, j'ai pas l'impression d'être invisible. » Clara le regarda. Elle voyait la sincérité dans ses yeux. Une sincérité sans calcul, sans attente. Léo ne cherchait rien. Il n'attendait pas une récompense ni une reconnaissance. Il lui offrait simplement sa présence, brute et honnête. Et cette vérité-là, rare, était plus précieuse que tout. « Je veux recommencer », dit-elle soudain, la voix encore tremblante. « Pas aujourd'hui, mais je veux réessayer, encore et encore. » Léo acquiesça, un sourire en coin. « Alors je serai là, chaque fois. » Clara tenta de se lever seule, appuyant ses mains contre le sol. Léo l'aida discrètement sans l'envahir. Une fois debout, elle se laissa retomber dans le fauteuil, les jambes douloureuses mais la tête haute. Elle avait chuté, mais elle s'était aussi relevée. Et dans son esprit, la défaite n'avait pas la même couleur qu'avant. Ce n'était plus un échec, c'était un passage. Ils restèrent encore un peu dans le jardin jusqu'à ce que le froid devienne trop vif. Léo insista pour la raccompagner à mi-chemin. Elle refusa, mais il la suivit discrètement de loin jusqu'à ce qu'il soit certain qu'elle retrouvait son chemin. Puis il disparut, comme une ombre fidèle. Clara, de retour dans sa rue, se glissa par la porte latérale sans bruit. Le cœur battant, le genou pulsant de douleur, mais avec une étincelle dans le regard. Elle venait de désobéir, de tomber, de pleurer. Et pourtant, elle se sentait plus vivante que jamais. Rien ne serait plus comme avant. Le monde, à présent, avait un autre goût. Celui du possible. La nuit était tombée sur Paris, et dans l'appartement silencieux du 16e arrondissement, Clara se tenait seule, éveillée, tandis que la ville s'endormait. Son genou pansé, sous un bandage discret, palpitait encore légèrement, mais ce n'était pas la douleur physique qui l'empêchait de dormir. C'était ce tumulte intérieur, ce remous nouveau qui, depuis quelques jours, bouleversait sa perception du monde. Assise dans son fauteuil, elle regardait une vieille boîte à souvenirs posée sur une étagère haute de sa chambre qu'elle n'avait jamais osé ouvrir depuis des années. Ce soir-là, pourtant, quelque chose en elle l'y poussait. Une urgence douce, une voix intérieure qui murmurait « Il est temps ».
Elle roula lentement vers la bibliothèque, attrapa la boîte avec précaution et la posa sur ses genoux. Elle l'ouvrit avec hésitation. À l'intérieur, les objets semblaient être figés dans le temps. Un bracelet cassé, un ruban de satin rose, une photo cornée, un mot écrit à la main. C'étaient des vestiges de l'enfance, mais surtout des fragments de sa mère, Camille, que Clara n'évoquait jamais à voix haute. Le seul nom suffisait à faire trembler les silences autour d'elle. Mais ce soir, dans l'obscurité tendre de sa chambre, Clara n'avait pas peur de se souvenir. Elle prit la photo. Sa mère souriait, les bras levés en l'air, dans un mouvement figé de danse. Clara était à ses côtés, riant aux éclats, pieds nus sur le parquet d'un salon baigné de lumière. Cette image réveilla en elle une mémoire longtemps enfouie. Elle se revit, petite, tournoyant sur ses pieds, sa mère guidant ses bras, l'encourageant à sauter, à pivoter, à tomber sans crainte. Camille dansait partout, dans la cuisine, dans le couloir, même au milieu d'une conversation. Elle faisait de chaque instant une scène, de chaque émotion un mouvement. Elle vivait avec cette légèreté que rien ne semblait pouvoir alourdir. Mais le jour de l'accident, cette danse s'était arrêtée. Clara avait 4 ans. Elles allaient ensemble à un cours de danse quand la voiture avait été percutée de plein fouet à un carrefour. Clara s'était réveillée à l'hôpital, indemne, mais sans jamais reparler de ce moment. Elle n'avait jamais posé la moindre question. Jamais demandé pourquoi sa mère ne revenait pas. Et personne ne l'avait forcée à le faire. Tout le monde avait cru bien faire, respecter son silence, protéger sa fragilité. Mais en réalité, personne n'avait vu que ce silence était devenu une prison. Ce soir-là, elle se permit de revivre cette journée. Non pas pour se punir, mais pour comprendre. Elle se revit dans la voiture, la voix de sa mère chantant doucement au rythme de la radio. Puis, le bruit brutal, l'écrasement, les cris. Ensuite, le vide. Ce n'était pas un souvenir net, mais un collage de sensations, de sons brisés. Et dans ce vide, elle comprit enfin. Elle n'avait jamais cessé d'aimer sa mère. Elle n'avait jamais cessé d'avoir peur non plus. Peur d'avoir vécu, peur d'avoir été la seule à survivre. Clara pleura, longtemps. Pas comme l'enfant brisé qui sanglote dans son lit, mais comme une jeune fille qui décide de laisser sortir l'eau retenue trop longtemps derrière une digue intérieure. Elle ne se sentait plus fautive. Elle se sentait triste. Et cette tristesse, aussi douloureuse soit-elle, était un soulagement. Elle passa le reste de la nuit à feuilleter les lettres, les dessins qu'elle avait faits pour Camille, les petits mots retrouvés. Elle se souvenait de cette phrase que sa mère lui répétait souvent. « On danse même quand on tombe, Clara. Surtout quand on tombe. » Elle l'avait oubliée, ou plutôt, elle l'avait enterrée. Mais maintenant, elle résonnait comme un appel. Le lendemain matin, elle demanda à rester seule un moment. Pour la première fois, la nourrice obéit sans poser de questions. Clara referma la boîte, rangea chaque objet avec soin, puis se tourna vers le miroir. Elle observa son reflet. Son visage semblait différent, moins effacé. Elle bougea ses épaules, ses bras, leva légèrement ses jambes. Elles étaient faibles, mais elles étaient là. Elle posa ses pieds sur le sol, s'agrippa aux accoudoirs et tenta de se lever. Pas complètement, mais juste assez pour sentir le poids de son corps sur ses jambes. Elle y parvint quelques secondes. Puis, elle s'assit à nouveau, haletante, mais fière. Dès ce jour, elle établit un rituel secret. Chaque matin, avant que quiconque ne vienne l'aider à s'habiller, elle s'exerçait seule. Elle répétait les gestes, les appuis, les tensions musculaires. Elle tombait souvent, mais elle recommençait. À l'aide d'un vieux tapis de yoga trouvé dans un placard, elle créa un espace d'entraînement discret dans sa chambre. Personne ne le savait. Ce n'était pas une rééducation officielle. C'était sa volonté, nue, simple, têtue. Elle repensait à Léo à chaque tentative, à ses mots, à sa présence. Elle n'avait pas besoin de le voir pour sentir son influence. Il était là, dans chaque mouvement, chaque contraction, chaque pas mental franchi. Elle ne voulait pas qu'il soit le sauveur de son histoire. Elle voulait être celle qui choisit, celle qui se relève. Mais Léo avait allumé en elle une lumière et elle la suivait, pas à pas, chute après chute. Son père, trop absorbé par ses affaires, ne remarquait rien. Il voyait bien que Clara semblait plus calme, plus concentrée, mais il n'imaginait pas ce qui se tramait dans l'ombre de sa chambre. Elle le regardait différemment aussi, non pas avec colère, mais avec une distance lucide. Elle savait qu'il avait peur, elle savait aussi qu'il l'aimait. Mais son amour étouffait,
et elle ne pouvait plus vivre sous une cloche en verre. Un matin, elle s'habilla seule. Lentement mais sans aide, elle choisit une robe légère, comme celle que sa mère portait au printemps. Elle se coiffa maladroitement, puis s'assit face à la fenêtre, observant les passants. Elle se sentit prête, pas pour courir, pas pour fuir, mais pour affronter ce qui allait venir. Elle savait que bientôt, elle devrait montrer son progrès. Elle ne savait pas comment, ni quand. Mais le moment viendrait, et lorsqu'il viendrait, elle serait prête à marcher, pas pour prouver quelque chose, mais pour honorer une mémoire, celle d'une mère disparue, d'un garçon des rues au violon désaccordé et d'une fille longtemps figée qui avait décidé enfin de se lever. Les préparatifs avaient commencé plusieurs semaines à l'avance. François Moreau, dans une tentative à la fois sincère et maladroite de faire plaisir à sa fille, avait décidé d'organiser une grande fête pour célébrer son 11e anniversaire. Il voulait transformer cette date, d'ordinaire lourde de silence, en un événement lumineux, festif, qui marquerait une nouvelle étape, un nouveau départ. Il avait contacté les meilleurs traiteurs, réservé un salon d'un grand hôtel particulier sur la rive droite, engagé un orchestre discret pour animer la soirée. Chaque détail avait été pensé avec le soin méticuleux qu'il mettait dans ses affaires. Le choix des fleurs, des plats, des décorations, jusqu'au moindre ruban. Mais malgré tout cela, il ignorait l'essentiel, ce que voulait réellement Clara. Quand il lui annonça la fête, elle ne manifesta ni joie ni refus. Elle écouta, hocha la tête, remercia poliment. Elle savait que cette fête n'était pas pour elle. C'était un acte de réconciliation silencieuse, un moyen pour son père de se rapprocher sans mots, sans explication. Et au fond, elle ne lui en voulait pas. Elle voyait l'effort, même maladroit. Mais elle savait aussi que cette fête ne changerait rien, à moins qu'elle-même en décide autrement. C'est dans ce contexte qu'elle fit une demande inattendue. Un soir, à table, elle posa calmement sa fourchette, regarda son père et dit « J'aimerais que Léo vienne à ma fête. » François, figé, la regarda sans répondre tout de suite. Le nom résonna dans l'air comme une provocation. Il sentit sa gorge se serrer, son esprit remonter à toutes les raisons qui justifiaient son refus. Mais devant les yeux calmes de Clara, il comprit que ce n'était pas une demande comme les autres. C'était un choix, une déclaration silencieuse. Il n'avait que deux options, l'accepter ou risquer de la perdre encore une fois. « Très bien, » répondit-il après un long silence, « mais à une condition. Il ne vient que si c'est ce qu'il souhaite aussi. » Clara acquiesça. Elle savait qu'il dirait cela. Et elle savait déjà que Léo viendrait. Elle le retrouva 2 jours plus tard, dans le jardin habituel. Elle avait demandé à sa nourrice une promenade, prétextant avoir besoin d'air. Cette fois, il n'y eut pas de fuite ni de stratagème. Le garde du corps, tenu à distance par les nouvelles directives de François, la suivait de loin, sans interférer. Clara arriva auprès de Léo qui jouait comme à son habitude, le regard perdu dans la musique. Lorsqu'il la vit, il s'arrêta et sourit, comme si elle n'était jamais partie. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. « Oui », répondit-elle. « Et toi ?» Comme d'habitude. Ils échangèrent peu de mots, comme à leur habitude. Puis Clara lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, une carte d'invitation sobre, avec son nom écrit en lettres dorées. « Je veux que tu viennes », dit-elle. « Je sais que ce n'est pas ton monde, mais j'aimerais que tu sois là. » Léo hésita. Il regarda la carte, puis elle. Il sentit que ce n'était pas un simple caprice. Elle lui offrait un passage, une place dans un monde qu'il avait toujours ignoré. Il savait que ce serait étrange qu'il ne s'y sentirait pas à l'aise, mais il voyait l'importance que cela avait pour Clara. Alors il répondit simplement « Je viendrai ». Le jour de la fête, l'hôtel particulier brillait de 1000 feux. Des guirlandes lumineuses encadrèrent les portes. Des serveurs en gants blancs faisaient le va-et-vient entre les salons, portant des plateaux de douceur. Les invités, issus du monde de la haute société parisienne, se pressaient dans leurs costumes élégants, échangeant des sourires polis et des anecdotes de cocktail. Clara, vêtue d'une robe crème inspirée des croquis de sa mère, restait assise dans son fauteuil, le regard calme. Elle n'aimait pas ces gens. Elle ne les détestait pas, mais elle ne les comprenait pas non plus. Leurs paroles sonnaient creux, leurs gestes semblaient dictés par des règles invisibles. Elle attendait. Chaque minute qui passait augmentait son incertitude. Et si Léo ne venait pas? Et s'il avait changé d'avis? Elle l'aurait compris. Elle-même ne savait pas si elle aurait eu le courage de faire l'inverse. Elle tourna plusieurs fois la tête vers l'entrée,
dissimulant son impatience derrière un sourire figé. Et puis, soudain, il entra. Il portait une chemise blanche, trop grande pour lui, un pantalon noir et une paire de chaussures qui semblaient avoir appartenu à quelqu'un d'autre. Mais il avait le dos droit, le regard fier. Il chercha Clara du regard, et, lorsqu'il la trouva, il se dirigea vers elle sans détour, ignorant les regards curieux, parfois méprisants, qui se tournaient sur son passage. « Tu es venu, dit-elle, la voix tremblante. « Tu m'as invité, répondit-il, comme si cela allait de soi. Ils échangèrent un sourire complice, un de ceux qui appartiennent à ceux qui ont traversé ensemble des silences plus forts que les mots. Clara lui fit signe de s'asseoir à côté d'elle. Léo s'installa, regarda autour de lui, intrigué par tant de luxe. « C'est grand, murmura-t-il. « Et froid, ajouta Clara. Ils rirent doucement. La musique de l'orchestre couvrait leurs paroles. Les invités continuaient de bavarder, de danser, de manger. Peu faisaient attention à eux. Et c'était mieux ainsi. Vers la fin de la soirée, alors que les lumières tamisées adoucissaient les angles de la pièce, Clara se pencha vers Léo. « Aide-moi, dit-elle simplement. Il comprit sans qu'elle ait besoin d'en dire plus. Il se leva, passa derrière elle, posa ses mains sur les accoudoirs du fauteuil. Elle prit une profonde inspiration. Puis, profitant du moment où les regards étaient tournés ailleurs, elle saisit ses mains, se redressa lentement. « Un pas » demanda-t-elle à voix basse. « Un pas » répondit-il. Et dans l'ombre d'un grand salon parisien, sous les dorures et les chandeliers, loin des projecteurs et du tumulte mondain, Clara se leva. Pas tout à fait seule, mais pour la première fois, debout, dans un monde qui ne l'attendait pas. Et elle sourit, non pour faire plaisir, mais parce qu'elle le voulait, parce que ce moment lui appartenait, parce qu'elle venait de franchir une frontière invisible, une frontière entre le souvenir et la vie. Ce fut un pas minuscule dans le vaste monde, mais immense dans l'univers intérieur de Clara. Un pas qui ne fit pas de bruit sur le tapis épais du salon, un pas incertain, tremblant, mais un pas tout de même. Son pied droit avait quitté le sol, traversé le vide entre deux certitudes, la peur de tomber et l'espoir de se maintenir, pour se poser à nouveau, quelques centimètres plus loin, sur une terre nouvelle. Léo, face à elle, ne bougea pas, les mains tendues mais sans la tenir, prêt à la rattraper sans lui enlever sa victoire. Ce fut un moment suspendu, d'une densité si fragile qu'aucun mot ne l'aurait supporté. Clara avait les yeux fixés sur le sol, comme si elle craignait que le moindre regard extérieur ne rompe l'équilibre précaire de son geste. Son deuxième pas fut plus court, plus hésitant. Une douleur sourde courait dans ses muscles, un mélange de tension et d'effort intense, mais elle ne s'arrêta pas. Elle savait qu'elle ne pourrait pas aller loin. Elle savait aussi qu'elle ne devait pas aller loin. Ce n'était pas une démonstration. C'était une renaissance intime, presque sacrée. Elle releva les yeux vers Léo, et dans ce regard se lisait non pas la fierté, mais la reconnaissance. Merci d'avoir cru. Merci d'avoir attendu. Merci de ne jamais avoir dit « c'est fini ». Léo fit un pas vers elle, la saisit doucement par les bras, juste assez pour l'aider à ne pas chuter. Puis, dans un geste d'une tendresse contenue, il l'aida à s'asseoir à nouveau. Clara reprit son souffle, les joues rosies, les yeux humides. Elle n'avait pas envie de pleurer. Mais ce qu'elle venait de faire était plus qu'un mouvement physique. C'était la réactivation d'un lien perdu avec elle-même. Au fond de la salle, près de la grande baie vitrée, François Moreau venait d'entrer, revenant d'un appel téléphonique qu'il avait reçu quelques minutes plus tôt. Il parcourut la pièce du regard, cherchant sa fille parmi les invités. Quand il aperçut la scène, il s'arrêta net. Le temps, pour lui aussi, sembla se figer. Il vit Clara assise, le visage tourné vers un garçon qu'il reconnaîtrait entre mille, Léo. Mais ce n'était pas cela qui le frappa. Ce fut l'instant d'avant, fugitif, capté à la limite de son champ de vision. Clara debout, appuyée, tremblante, mais debout. Il n'avança pas tout de suite. Il resta à distance, incapable de parler, incapable de penser même. Son cœur, trop longtemps habitué à des chiffres, à des rapports, à des décisions concrètes, se serra soudain face à cette image irréelle. Il n'avait pas rêvé. Elle s'était levée, sans médecin, sans appareil, sans qu'il en ait donné l'ordre ou donné l'autorisation. Elle s'était levée pour elle-même, et elle souriait. Le reste de la soirée se poursuivit comme si rien ne s'était passé. Les invités continuèrent à parler, à boire, à rire. Quelques-uns avaient remarqué la scène, mais l'avaient interprétée comme un jeu d'enfant,
Une tentative d'équilibre, un geste anodin. Un seul, peut-être, avait eu la présence d'esprit de sortir son téléphone discrètement et de filmer quelques secondes, ému par ce qu'il venait de voir. Mais pour François, tout avait changé. En 1 minute, il avait vu ce que des années de surveillance n'avaient jamais révélé. Le vrai visage de sa fille. Clara, de son côté, n'adressa pas un mot à son père ce soir-là. Elle savait qu'il avait vu. Elle savait aussi que les mots viendraient plus tard. Pour l'instant, elle voulait garder ce moment pour elle. Elle voulait le protéger du bruit, des explications, des analyses. Léo resta à ses côtés jusqu'à la fin, mangeant à peine, répondant par des sourires aux quelques invités qui osèrent l'approcher. Il ne parlait pas beaucoup, mais il regardait Clara comme on regarde quelqu'un qui vient de franchir une mer entière à la nage. Quand la fête se termina, François s'approcha finalement. Il attendit que tous les autres soient partis, que le salon ne soit plus que murmures et vaisselle qu'on empile. Il s'agenouilla devant sa fille, posa ses mains sur les accoudoirs de son fauteuil et la regarda droit dans les yeux. « Je t'ai vu », dit-il simplement. Clara ne répondit pas. Elle baissa les yeux, prise de court par cette simplicité. « Je t'ai vu, et je suis désolé, pour tout ce que je n'ai pas compris, pour tout ce que je n'ai pas vu avant ce soir. » Il ne pleurait pas, mais sa voix tremblait, et son visage, d'ordinaire si fermé, semblait fendu par une faille nouvelle. Clara sentit sa gorge se nouer. « Tu as été plus forte que moi, » ajouta-t-il. « Tu es sortie d'un monde où je t'avais enfermée, et tu l'as fait toute seule. » Elle posa une main sur la sienne. Ce fut tout, pas besoin de plus. Léo, debout derrière eux, observa la scène. Il n'était pas à sa place dans ce décor et il le savait, mais il ne se sentait plus illégitime. Ce qu'il avait fait n'avait pas été grand ni héroïque. Il avait simplement tendu la main, écouté, patienté, et cela avait suffi. Quand François se releva, il se tourna vers Léo. Ils échangèrent un regard silencieux. Pas encore un respect, mais un début de compréhension. Le début d'une reconnaissance tardive. « Merci », dit François à voix basse. « Je n'ai pas su l'aider, mais toi, tu l'as fait. » Léo hocha la tête. Il ne savait pas quoi répondre. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas non plus un adieu. C'était un passage, un seuil. Clara rentra chez elle ce soir-là, vidée, mais apaisée. Dans sa chambre, elle ôta sa robe, ses chaussures, ses bijoux. Elle s'allongea dans son lit, les muscles encore endoloris, mais le cœur léger. Elle savait que tout n'était pas réglé, qu'il faudrait encore tomber, encore pleurer, encore douter. Mais elle savait aussi que désormais rien n'était impossible. Elle avait fait le premier pas. Les autres viendraient, et quand bien même ils tarderaient, elle les attendrait. Debout, si possible, assise, s'il le fallait. Mais toujours, désormais, en mouvement. La vidéo ne durait que quelques secondes. On y voyait une fillette se lever lentement d'un fauteuil roulant, guidée par un garçon au visage maigre, les yeux brillants. Il n'y avait pas de musique, pas de narration, pas d'effets spéciaux. Juste un mouvement brut, sincère, une naissance silencieuse. L'auteur de la vidéo, un invité de la fête, l'avait posté anonymement sur les réseaux sociaux le soir même, ému par ce qu'il avait vécu. Il ne connaissait ni le nom de l'enfant, ni celui du garçon. Il avait simplement écrit « Ce soir, j'ai vu quelque chose de vrai ». Le lendemain, la vidéo avait déjà été visionnée des milliers de fois. En 48 heures, elle était devenue virale. Le visage de Clara, bien que flouté partiellement, fut vite identifié par ceux qui suivaient les publications mondaines. Et bientôt, les médias s'emparèrent de l'histoire. Les titres variaient. La fille du magnate de la mode se lève pour la première fois. Un enfant des rues aide une fillette à marcher. L'espoir dans un salon parisien. On parla d'un miracle, d'une leçon d'humanité, d'un symbole de résilience. François Moreau, d'abord furieux de cette intrusion dans l'intimité de sa fille, comprit rapidement qu'il n'avait plus le contrôle. Il tenta de faire retirer la vidéo, engagea ses avocats pour limiter la diffusion. Mais le vent était trop fort, la vague trop vaste. Et contre toute attente, Clara n'en fut pas bouleversée. Elle regarda la vidéo avec calme, assise dans sa chambre, Léo à ses côtés. Elle ne se vit pas comme une héroïne, ni comme une victime. Elle vit une vérité simple, une enfant qui osait. Elle ne chercha pas à effacer l'image. Elle ne voulait pas qu'on parle à sa place, mais elle acceptait que ce moment existe, même dans les regards étrangers. Les jours suivants furent marqués par un flot d'attention auquel ni elle ni Léo n'étaient préparés. Des journalistes campèrent devant l'immeuble,
Des producteurs proposaient des interviews, des documentaires, des livres. Clara refusa tout. Elle ne voulait pas devenir une mascotte de l'espoir. Ce qu'elle avait vécu n'était pas un spectacle, mais un passage intime. Elle accepta une seule chose, une lettre ouverte, publiée dans un journal, rédigée de sa main, où elle remerciait ceux qui avaient envoyé des messages et où elle rappelait que, parfois, ce dont on a besoin pour se relever, ce n'est pas d'un miracle, mais d'un regard qui ne juge pas. Léo, de son côté, dut aussi faire face à une exposition inattendue. Certains médias cherchèrent à retracer son passé, à comprendre d'où venait ce garçon magique. Les photos de lui jouant du violon dans la rue circulaient désormais partout. Des associations s'intéressèrent à son cas, proposant de l'héberger, de l'inscrire à l'école, de l'aider. Il se méfia d'abord. Toute sa vie, on lui avait fait des promesses qu'on ne tenait jamais. Mais cette fois, quelque chose était différent. François Moreau, un matin, lui demanda de venir dans son bureau. Léo hésita, mais accepta. Il entra dans une pièce vaste baignée de lumière, décorée de tableaux modernes et de livres rares. François l'attendait derrière un bureau en bois massif. Il se leva à son arrivée, lui tendit la main. Ce geste simple, cette poignée de main silencieuse, fut déjà une reconnaissance. « Tu as changé la vie de ma fille, » dit François, « et je t'en suis redevable. » Léo ne répondit pas tout de suite. Il n'aimait pas qu'on parle de lui comme d'un sauveur. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, » répondit-il finalement. « J'ai juste été là. » François hocha la tête. « Justement, être là, c'est parfois ce qu'il y a de plus rare. » Il fit une pause, puis poursuivit. « Je ne veux pas t'acheter, je ne veux pas t'utiliser. Je veux simplement te proposer un choix. Si tu le souhaites, tu peux vivre ici, dans un espace indépendant, avec accès à l'école, à des soins, à une stabilité. Pas comme une faveur, comme un droit. » Léo regarda le sol. Il sentit la sincérité dans la voix de François. Il vit aussi dans ses yeux une gêne pudique, une reconnaissance qui n'avait rien de condescendant. « Je peux rester libre ?» demanda-t-il. « Autant que Clara l'est, » répondit François. Alors Léo accepta. Il n'emmena pas grand-chose. Une valise, son violon, quelques souvenirs. Il s'installa dans une petite dépendance de l'immeuble, avec vue sur un jardin intérieur. Il ne changea pas. Il continuait à se lever tôt, à jouer dehors quand il le souhaitait, à refuser les caméras. Mais il avait un toit, un lit, un espace à lui. Et surtout, il pouvait voir Clara. Chaque jour, il marchait parfois côte à côte, elle tenant son bras, lui parlant de tout et de rien. D'autres fois, il restait silencieux, assis sous un arbre, à regarder le ciel. Clara recommençait à marcher, lentement, avec prudence, mais avec régularité. Elle suivait une rééducation encadrée par une thérapeute choisie par elle. Pas imposée. Elle décidait du rythme, des horaires. Elle tombait encore, mais elle riait. Elle doutait parfois, mais elle avançait. Elle ne voulait pas guérir. Elle voulait vivre. Et cela changeait tout. Les écoles reprenèrent leur cours. Clara décida de ne pas retourner dans les établissements privés qu'elle avait fréquentés autrefois. Elle demanda à intégrer une petite école de quartier où personne ne la connaissait. François, d'abord surpris, accepta. Il avait appris à faire confiance à cette force nouvelle en elle. Léo, lui, fut inscrit dans un programme d'éducation adapté. Il découvrit les mathématiques, la littérature, l'histoire. Et, contre toute attente, il s'y intéressa. Pas parce qu'on l'y forçait, mais parce qu'il y voyait un outil de liberté. Un jour, ils furent invités à une émission télévisée. Une émission sérieuse, respectueuse, qui voulait parler d'espoir, de reconstruction. Clara refusa. Léo aussi, mais ils acceptèrent d'écrire ensemble un court texte lu par une voix anonyme à l'antenne. Ce texte disait « Nous ne sommes pas des miracles, nous sommes des enfants. Nous avons peur, nous tombons, nous doutons, mais nous avons aussi des rêves, des forces, des envies. Ce n'est pas le monde qui nous a changés. C'est un regard, une main tendue, un mot juste. Ce n'est pas magique, c'est humain. » Et dans ce nouveau monde, fait de pas lents et de regards vrais, Clara et Léo continuaient d'avancer, ensemble. Pas pour prouver, pas pour impressionner, mais pour exister, vraiment. Il faisait doux ce matin-là, dans un parc du 19e arrondissement, loin des grands axes, des vitrines, des rendez-vous et des hôtels particuliers. C'était un de ces parcs où les cris d'enfants se mêlent aux chants des oiseaux, où les bancs usés racontent des années de confidence et de silence partagé. Clara courait.
Ce n'était pas une course rapide ni très assurée, mais ses pieds touchèrent le sol avec une confiance nouvelle. Son corps, encore marqué par l'effort de la reconstruction, semblait répondre à ses envies, même s'il protestait parfois. Elle tombait, oui, mais elle se relevait seule, toujours. Elle riait plus qu'elle ne parlait. Elle n'avait plus peur de tomber. Et cela changeait tout. Léo courait à ses côtés. Il portait son éternel violon, désormais mieux entretenu, avec un archet neuf et quelques cordes remplaçables, offertes par un vieil artisan du quartier. Il ne jouait pas à cet instant. Il courait, simplement, parce qu'elle courait, parce qu'il s'était promis de vivre les gestes les plus simples comme des cadeaux. Il ne la rattrapait pas quand elle trébuchait, sauf si elle le lui demandait. Il n'était pas un tuteur, pas un guide. Il était un point fixe dans un monde instable. François, assis à distance sur un banc, les regardait. Il ne disait rien. Il avait appris à se taire, à regarder sans intervenir, à faire confiance. Ce n'était pas facile. Il avait été élevé pour contrôler, pour prévoir, pour protéger à tout prix. Mais il avait compris, avec lenteur mais conviction, que l'amour n'est pas un mur mais un chemin, et que parfois, aimer c'est reculer, observer, accueillir. Il regardait sa fille vivre, et cela suffisait. Il ne pensait plus à son empire, à ses contrats, à sa réputation. Il pensait à cette phrase que Léo lui avait dite un jour, sans détour, sans peur. Parfois, pour aider quelqu'un, il suffit de ne pas lui barrer la route. Le parc s'emplissait peu à peu. D'autres enfants, d'autres parents, des couples, des solitaires. Personne ne faisait attention à Clara et Léo, et c'était exactement ce qu'ils voulaient, ne pas être vus comme des exceptions. Juste être là, dans la vie, au même niveau que les autres. Ils n'étaient plus les héros d'une histoire virale. Ils étaient deux enfants qui avaient traversé l'hiver, chacun à sa manière, et qui maintenant, simplement, marchaient, ensemble. Clara s'arrêta au bord d'un petit bassin. Elle reprit son souffle, les mains posées sur ses genoux, les joues rouges d'effort. Léo la rejoignit, posa son violon sur le rebord et s'assit dans l'herbe. « Tu cours plus vite que moi maintenant, » dit-il en souriant. « Je tombe encore, » répondit-elle. Et alors, elle se tourna vers lui, un éclat de lumière dans les yeux. « Je me souviens de la première fois où je suis tombée devant toi. Je pensais que c'était la fin, maintenant ça me fait rire. » Léo hocha la tête. Il ne dit rien. Il savait que les mots sont parfois de trop, mais il les garda en lui, précieusement. Il la regarda s'asseoir à côté de lui, croisant les jambes comme elle le faisait avant, quand elle ne marchait pas encore. Sauf qu'aujourd'hui, c'était un choix. Elle pouvait se lever quand elle le voulait. « Tu te rappelles ce que tu m'as dit, la première fois qu'on s'est parlé ?» demanda-t-elle. Il réfléchit un instant. « Je t'ai dit que t'avais peut-être juste oublié comment marcher. » Elle sourit. « Non, avant ça. Tu m'as dit, n'aie pas peur de marcher. » Léo haussa les épaules. « Je crois que je le pensais vraiment. Moi, je ne savais pas si c'était vrai, maintenant je sais. » Ils restèrent ainsi un moment sans bouger. Autour d'eux, le monde continuait, indifférent. Un ballon roulait près d'eux, des enfants criaient, un vieux monsieur lisait son journal. La vie reprenait ses droits, loin du bruit, loin de la viralité, loin des récits qu'on impose. Clara posa sa tête sur l'épaule de Léo. Il ne bougea pas. Il accepta ce poids léger, ce geste simple qui disait tout. Plus tard dans l'après-midi, ils retournèrent chez François. Le portier les salua avec un sourire qu'il réservait aux habitués. Clara monta seule les quelques marches qui menaient à l'ascenseur. Elle ne les escaladait pas encore sans effort, mais elle les montait. Elle en riait même quand ses jambes fatiguaient. Elle avait appris à écouter son corps, à lui parler doucement. Elle avait appris à être patiente. Dans sa chambre, elle accrocha un dessin qu'elle avait fait elle-même. 2 silhouettes d'enfants, l'un avec un violon, l'autre avec des ailes minuscules dans le dos. Ce n'était pas un ange, juste une image de ce qu'elle avait ressenti, un envol intérieur. Elle ne voulait pas oublier, ni la douleur, ni la peur, ni les jours d'immobilité, parce que tout cela faisait partie d'elle, mais elle voulait que cette histoire ait un nom. Elle ne voulait pas qu'on l'appelle miracle ou leçon de courage. Elle voulait qu'on dise simplement « elle a marché », parce qu'elle n'avait plus peur. Et cette peur, ce silence, cette nuit de 6 ans, c'était Léo qui l'avait traversée avec elle, sans flambeau, sans armure, juste avec sa présence. François entra à cet instant. Il regarda le dessin, puis sa fille. Il ne dit pas un mot. Il l'embrassa sur le front. Puis il regarda Léo, assis sur le rebord de la fenêtre, violon à la main.
« Tu veux rester dîner avec nous ?» demanda-t-il. Léo hocha la tête. Ce n'était pas un festin, juste un repas. Mais c'était une place, une reconnaissance. Autour de cette table, ce soir-là, 3 personnes mangèrent, sans bruit inutile, sans masque. 3 personnes qui, à leur manière, avaient appris à marcher. Et au fond de l'âme de Clara résonnait encore cette phrase, simple et profonde, offerte un jour par un garçon des rues qui n'avait rien, sauf la vérité. « N'aie pas peur de marcher,